oral, the honourable member for... L'honorable député de Regina-Capelle. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'étranger, mais les libéraux contrôlent les politiques qu'ils imposent et qui rendent la vie plus dispendieuse, comme la norme libérale sur les carburants. C'est une autre taxe carbone qui a 17 cents le litre et qui augmentera à 17 cents le litre, ce qui signifie une augmentation des coûts pour les camionneurs, les agriculteurs, les pêcheurs et ceux qui transportent notre nourriture. Le premier ministre libéral augmente aussi la taxe carbone industrielle sur l'acier, l'aluminium, le plastique et l'équipement agricole. Ces coûts sont imposés ici à la maison et non à l'étranger. Et c'est les Canadiens qui en font les frais. Quand les libéraux vont-ils accepter leurs responsabilités sur ce qu'ils peuvent contrôler et annuler leurs politiques qui rendent la vie plus dispendieuse pour les Canadiens? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, le Canada est une superpuissance énergétique et la production énergétique canadienne a atteint des records l'an dernier. Personne ne peut prédire l'avenir des marchés, mais nos alliés cherchent un approvisionnement énergétique fiable et stable dans un monde de plus en plus incertain. C'est pour cela que nous avons accéléré certains projets comme l'expansion du Sunrise ou encore l'optimisation du pipeline Trans Mountain. Nous aidons à régler la crise de l'abordabilité dans le monde, Monsieur le Président. L'honorable député de Regina-Capelle. Voici les faits. Au sein du G7, le Canada a la pire inflation alimentaire et la seule économie décroissante. Ces problèmes se sont aggravés depuis que le premier ministre est entré au pouvoir. Au lieu d'aider à baisser les prix en annulant les taxes libérales, il fait augmenter les prix. Les entreprises qui transforment, transportent ou vendent la nourriture payent davantage. Eh bien, à qui refile-t-on ces coûts? Nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive à l'étranger, mais nous pouvons tout à fait contrôler si nous augmentons les prix ici à la maison avec des augmentations de taxes. Pourquoi ne pas donner ou plutôt annuler la norme sur les carburants et la taxe carbone pour donner un peu de répit aux Canadiens? Monsieur le Président, il semblerait que mon collègue manquait à l'appel. Nous avons repris le contrôle. Nous avons réduit les taxes pour 22 millions de Canadiens. C'est la toute première chose que nous avons fait une fois que nous sommes entrés au pouvoir. Et j'aimerais corriger les faits. Le Canada aura la deuxième économie qui croît le plus rapidement de tout le G7. Selon les prédictions, nous allons agir avec nos alliés pour acheminer des ressources énergétiques au monde entier. L'honorable député de Barrie South Innisfil. Pendant ce temps, ici à la maison, les aînés, les familles, les entreprises canadiennes doivent encore composer avec les politiques, des réglementations, des lois idéologiques et inefficaces qui ont mené à une augmentation des coûts, dont ceux des aliments qui ont augmenté de 7,3 en janvier seulement. Les taxes imposées sur nos agriculteurs, nos pêcheurs et ceux qui transportent notre nourriture, tout comme la taxe carbone industrielle que ce premier ministre libéral a maintenue en place, ont mené à une augmentation de coûts sur tout, dont l'acier, l'aluminium et le plastique. Pourquoi ce premier ministre libéral ne fait-il pas ce que doit et n'annule-t-il pas ces politiques ratées qui ont causé des difficultés inutiles et rendu la vie plus chère pour les gens et les entreprises? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Monsieur le Président, lorsque mon collègue parle de programme idéologique, eh bien, j'espère qu'il ne parle pas du programme national pour la garde d'enfants qui a réduit les coûts pour les familles ontariennes de 60 000 $ par enfant par année ici en Ontario. J'espère qu'il ne fait pas référence au programme d'alimentation dans les écoles que les familles, les experts et les éducateurs ont vanté. J'espère qu'il ne parle pas du régime de soins dentaires qui aide les Canadiens à faible revenu à aller chez le dentiste. Je ne sais pas ce à quoi il fait référence lorsqu'il parle d'idéologie. L'honorable député de Barrie South Innisfil. Ce dont je parle, Monsieur le Président, c'est du fait que nos entreprises et nos gens composent avec des blessures auto-infligées. En n'éliminant pas ces taxes idéologiques, eh bien, cela a eu des impacts sur l'abordabilité et a mené à des attaques motivées par la haine sur le secteur des ressources naturelles. Chaque problème que nous avons a commencé ici à la maison en 2015 et continue aujourd'hui sous l'égide de ce premier ministre libéral. Notre nation a la pire inflation alimentaire de tout le G7 et la seule économie décroissante du G7. Quand les libéraux vont-ils accepter leurs responsabilités pour ce qu'ils peuvent contrôler et pour ce qu'ils ont causé en éliminant les politiques qui ont rendu la vie plus abordable pour les gens et les entreprises? J'aimerais corriger ce qu'a dit mon collègue. Il faut être crédible. Le Canada aura la croissance
la deuxième croissance la plus élevée du G7. Mais nous sommes lundi, Monsieur le Président. Les conservateurs devraient parler des bonnes nouvelles, c'est-à-dire la prestation essentielle pour l'épicerie. De ce côté-ci de la Chambre, nous comprenons que nous devons aider les gens dès maintenant. Et c'est intéressant d'entendre les conservateurs critiquer les programmes que nous avons proposés. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. C'est lundi, on a encore le droit à la cassette du ministre des Finances. Hier soir, j'étais à l'épicerie. Le coût des fruits, des légumes, de la viande, le prix des aliments ne cesse d'augmenter. Monsieur le Président, manger, ça ne devrait pas être un privilège. Un privilège que des millions de Canadiens et Canadiennes n'ont pas. Le coût de la nourriture a explosé. Monsieur le Président, d'avoir une petite famille à l'épicerie, acheter 2 caisses de ramen. 2 caisses de ramen, c'est ça le rêve libéral. On a la pire inflation du G7. Le gouvernement doit agir quand on va éliminer la taxe libérale sur le carburant. Bravo! L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, je sais que mon collègue l'a répété. Je vais lui donner une phrase qu'il pourra répéter à tous ses concitoyens, Monsieur le Président. Ça s'appelle l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, Monsieur le Président. Et ça aide 12 millions de Canadiens et Canadiennes, Monsieur le Président. Ça, c'est une chose qu'il peut répéter partout dans son comté. S'il veut parler de cassette, qu'il répète cette chose-là parce que c'est exactement une mesure qui va aider les Canadiens. Mais en plus de ça, Monsieur le Président, quand on a consulté l'UPA, les gens nous ont dit prenez des mesures structurelles. C'est exactement ce qu'on a fait avec un fonds de 500 millions qui va être géré par ma collègue, justement pour amener de la résilience et s'assurer de la sécurité alimentaire au pays, Monsieur le Président. C'est ça, prendre des actions. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. On va parler d'action. Le ministre en parle. Le Canada ne peut contrôler ce que font les présidents des autres pays, mais on peut contrôler notre destinée. On a de l'énergie, développons-la. On a des minéraux critiques, exploitons-la. On a des problèmes d'habitation, construisons des logements. On a des problèmes de coûts alimentaires, éliminons la taxe carbone. Ces coûts sont imposés ici, chez nous, pas à l'étranger. J'invite le gouvernement libéral à prendre nos idées et à les mettre en action. Ce que nous souhaitons, c'est donner de l'oxygène aux Canadiens et Canadiennes. Quand le gouvernement libéral va-t-il enfin agir? L'honorable ministre de l'Industrie. J'écoute mon collègue, puis quand je l'écoute, je me dis, il a clairement lu notre plan de match. Parce qu'à part vers la fin, là, il a tout redit ce qu'on dit tous les jours. Alors, vous savez, il y a encore de la place sur les blanquettes ici. Mon collègue, s'il veut bouger, on les prête. L'honorable député de Saint-Jean. Revenons sur le logiciel Curam. 85 000 retraités qui ont des problèmes avec leur pension de vieillesse, 5 milliards en dépassement de coûts, et tout ça aurait pu être évité si les libéraux avaient fait leur devoir, parce que Curam pose ces problèmes-là partout dans le monde. En Australie en 2006, en Caroline du Nord en 2012, au Minnesota en 2013, en Ontario en 2014, dans le Maryland en 2019. Ça fait 20 ans que Curam fonctionne mal et coûte plus cher que prévu. Comment ça se fait que les libéraux ne se soient pas assurés que les bugs soient réglés avant de lancer Curam? Bravo! L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Monsieur le Président, le programme auquel fait référence ma collègue est utilisé par 20 pays dans le monde. Elle sait que c'est futile de critiquer ce programme. Des millions de Canadiens ont été transférés à ce programme. Nous travaillons à traiter les arriérés. Il s'agit souvent de cas complexes. Il y a un numéro unique pour les cas urgents. Nous traitons des cas urgents dans un délai de 24 à 48 heures. Les Canadiens s'attendent à une prestation de services moderne et fiable. Saint-Jean. Monsieur le Président, les libéraux y auraient pu éviter le fiasco Curam en étudiant justement ces ratés partout dans le monde parce que ça fait 20 ans que ça dure. Mais il aurait aussi pu écouter la vérificatrice générale qui constatait dès 2023 une explosion des coûts. Sinon, il aurait aussi pu écouter le comité des comptes publics qui se penchait là-dessus dès 2023, notamment Nathalie Sinclair-Desgagnés, l'ex et future députée de Terrebonne. Mais les libéraux, ils ont écouté personne qui les a plongés dans un autre fiasco informatique. À quand une enquête publique et indépendante? Bravo! L'honorable ministre. Monsieur le Président, si l'on dit que 7,7 millions d'aînés
bénéficie d'une prestation de services moderne et efficace et qu'elle dit que c'est un désastre, eh bien, je ne sais pas ce à quoi elle fait référence. Elle aimerait que nous revenions à un système qui est vieux de 60 ans avec de la paperasse. La vérificatrice générale a dit que l'ancien système était tellement fragile que les Canadiens ne pouvaient pas compter sur ce système. Que veut ma collègue? Nous voulons aller de l'avant, nous voulons être tournés vers l'avenir. Les Canadiens s'attendent à recevoir leurs prestations de manière rapide. Monsieur le Président, quand les libéraux disent que Curam est une histoire à succès, ils oubliaient de nous dire que c'est un succès mondial, Monsieur le Président. La presse relève que 5 autres États ont installé Curam qui ont fait face aux mêmes problèmes et aux mêmes dépassements de coûts. Ça dure depuis 2006 en Australie, 20 ans. Et pourtant, les libéraux n'ont tiré aucune leçon. Résultat, 85 000 aînés en sont victimes et ça coûte 5 milliards en dépassement de coûts. Et au Comité des comptes publics, les libéraux philippottent pour nous empêcher de faire la lumière. À quand une enquête publique et indépendante, Monsieur le Président? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à mon collègue pour sa question. Toutefois, je vois qu'il y a là des amalgames complètement farfelus. Je l'invite à accepter de prendre un brefage technique pour bien comprendre ce dont il s'agit. Maintenant, par exemple, on entend le Bloc québécois nous parler de la vérificatrice générale. En 2014, la vérificatrice générale tirait la sonnette d'alarme en disant « L'ancien système vieux de 60 ans est une recette pour l'échec. Il faut moderniser la façon qu'on a de livrer les bénéfices. » C'est exactement ce qu'on fait. Et 7,7 millions d'aînés reçoivent leurs bénéfices à temps, de façon fiable et sécuritaire, Monsieur le Président. C'est l'engagement qu'on a vis-à-vis de nos aînés. Et la solution, le statu quo, l'inaction du Bloc québécois est complètement inacceptable. L'honorable député de Newmarket-Aurora. Le Canada a la pire inflation alimentaire et la seule économie en décroissance du G7. Et c'est sans surprise, les libéraux ont augmenté la norme sur les carburants, ce qui coûte aux Canadiens 7 cents le litre aujourd'hui. Et cela augmentera à 17 cents le litre d'ici 2030, ce qui touchera les agriculteurs, les pêcheurs et les camionneurs qui mettent de la nourriture dans nos assiettes. Ces coûts sont le résultat des politiques canadiennes et des actions de ce Parti libéral. Si le premier ministre veut qu'on se concentre sur ce que l'on peut contrôler, alors qu'il arrête de rejeter le blâme sur autrui et qu'il élimine les taxes qui rendent la vie inabordable pour les Canadiens. Le ministre des Finances. Mr. Speaker, I know... Monsieur le Président, je sais que nous sommes lundi. Et les lundis, on s'attend à recevoir de bonnes nouvelles. Mais ce que nous devrions dire aux Canadiens, c'est que ce gouvernement a agi pour rendre la vie plus abordable et pour rendre notre économie compétitive. Ce gouvernement a déposé des budgets les plus ambitieux de notre histoire, des investissements générationnels dans l'infrastructure, dans le logement et dans la productivité et la concurrence, des investissements générationnels dans notre défense. Donc, au lieu de critiquer l'économie canadienne, il devrait célébrer nos travailleurs, notre secteur privé, notre pays. Honorable député de Newmarket-Aurora. Monsieur le Président, le premier ministre devrait faire mieux. Ces déficits générationnels sont ceux qui font augmenter l'inflation au pays. Revenons au coût de la nourriture. Les libéraux n'ont pas augmenté la concurrence. Ils devraient éliminer les obstacles à cet approvisionnement alimentaire. Le Canada est à la traîne, non pas en raison de force mondiale, mais en raison de leur choix. Le premier ministre va-t-il finalement prendre ses responsabilités et éliminer les politiques qui font augmenter le prix de la nourriture pour tous les Canadiens? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous allons reconnaître notre responsabilité dans la création de l'économie la plus forte du G7. Nous aidons les travailleurs canadiens, le secteur privé canadien et nos partenaires de par le monde. Nous rentrons tout juste d'une mission en Inde et le monde entier veut ce que le Canada a à offrir. Notre secteur privé est fort. Nous bâtissons des navires, des voitures. Nous avons des ressources énergétiques et nous sommes le seul pays du G7 qui a des ententes de libre-échange avec tous les pays du G7. Nous croyons à l'avenir du Canada de côté-ci de la Chambre. L'honorable député de Long Ridge Mountains. Les libéraux aiment blâmer les pressions internationales, mais les politiques qui font augmenter le coût de la vie au Canada sont créées ici au Canada. Le Canada a la pire inflation alimentaire de tout le G7 et la seule économie en décroissance du G7. À Terre-Neuve et Labrador,
les denrées alimentaires arrivent par camion ou par navire. Mais le premier ministre insiste sur sa nouvelle taxe carbone et la norme sur les carburants propres va augmenter à 17 cents le litre, ce qui va augmenter le prix du transport de la nourriture. Les libéraux vont-ils prendre leurs responsabilités pour leur politique et cesser de rendre la vie plus dispendieuse pour les Canadiens? L'honorable ministre des Pêches et Océans. Monsieur le Président, je vais prendre exemple sur mon collègue et parler de bonnes nouvelles. À Terre-Neuve et Labrador, nous avons créé des emplois, nous avons investi dans notre économie et notre infrastructure. Donc, c'est une bonne nouvelle, ces projets, et j'invite mes collègues d'opposition de Terre-Neuve et Labrador à aussi applaudir le projet. L'honorable député de Long Ridge Mountains. Elle change de sujet, mais si cette ministre veut parler de Baie-du-Nord, elle sait que c'est le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador qui a lutté pour que ce projet aille de l'avant. Ce gouvernement a passé des années à ériger des obstacles et maintenant cette ministre essaie de s'attirer le mérite. Mais cela ne répond pas à ma question sur les coûts qui ont augmenté en date d'aujourd'hui. Quelqu'un a appelé mon bureau récemment pour me dire qu'il chauffe la chambre où il vit avec son four car il ne peut pas payer sa facture de gaz. Donc, les libéraux vont-ils prendre leurs responsabilités pour leurs politiques qui ont rendu la vie plus dispendieuse pour les Canadiens? L'honorable ministre. Je demanderai à cette députée de parler avec le PDG pour lui demander qui a rendu possible ce projet. Il ne faut pas politiser les problèmes auxquels sont confrontés les gens de notre province. C'est pour cela que nos programmes sont si importants. Nous avons offert une aide réelle aux familles et aux aînés. J'invite cette députée, et soit dit en passant, je serais ravie de la mettre à jour, mais il ne faut pas politiser ces problèmes qui sont bien réels. L'honorable député de Sarnia-Lambton de Kedgenon. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'étranger, mais les libéraux contrôlent les politiques qu'ils imposent et qui rendent la vie plus dispendieuse pour les Canadiens. Aujourd'hui, nous avons la pire inflation alimentaire et la seule économie en décroissance du G7. Les politiques comme la norme sur le carburant propre qui ajoute 7 cents et bientôt 17 cents le litre et qui sera imposé à ceux qui transportent notre nourriture, alors que la taxe carbone industrielle augmente les prix sur l'acier, l'aluminium, le plastique et l'équipement agricole. Quand les libéraux vont-ils accepter de prendre leurs responsabilités sur ce qu'ils contrôlent et éliminer les politiques qui rendent la vie plus dispendieuse pour les Canadiens? L'honorable ministre de l'Intelligence artificielle. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'opposition aime critiquer notre économie, mais nous investissons. Nous avons un plan pour rendre la vie plus abordable. Nous avons réduit les taxes pour 22 millions de Canadiens. Nous avons éliminé la taxe carbone sur les particuliers. Nous avons éliminé la TPS pour les acheteurs d'une première propriété. Nous avons aussi la prestation pour l'épicerie qui ajoutera environ 1 890 $ de budget à une famille de 4. Donc, au lieu de critiquer l'économie, c'est la seule chose qu'ils font. Pourquoi ne pas se joindre à nous et investir dans ce pays? Louis Saint-Laurent, à qui à Wenrack? Monsieur le Président, à Laval, en 2016, l'ex-maire Vaillancourt a été reconnu coupable d'avoir volé 7 millions de dollars aux Lavallois. Tout cet argent-là a été rapatrié, restitué à Laval. Mais savez-vous quoi, Monsieur le Président? Ce gouvernement libéral demande à la Ville de Laval de faire un chèque de 1 million à qui? À M. Vaillancourt! C'est épouvantable, Monsieur le Président. Non seulement les gens de Laval ont été volés une fois, ils sont volés une deuxième fois par ce gouvernement. Monsieur le Président, c'est lundi. Est-ce que le ministre des Finances, qui s'adonne à être aussi ministre du Revenu, pourrait dire aux Lavallois, nous avons erré et vous ne ferez pas? L'honorable ministre des Finances. Je remercie. Un instant, c'était un peu fort, j'ai pas vu la personne, mais je soupçonne certains. On ne peut pas crier comme ça à la période des questions. La période des questions appartient à ceux qui posent la question et à ceux qui répondent à la question. Alors, où étions-nous rendus, là? Qui était debout? Non, commence pas. L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, je veux d'abord remercier mon collègue. C'est une question sérieuse, une question complexe. Je peux informer les Lavallois que j'ai contacté le maire de Laval ce matin, que j'ai convoqué le commissaire de l'Agence du revenu du Canada et que nous travaillons main dans la main à trouver une solution qui sera dans l'intérêt des Lavallois. Merci. L'honorable député de Louis Saint-Laurent à Wenrack.
Monsieur le Président, permettez-moi de rendre hommage à Thomas Gervais, le journaliste de Radio-Canada, qui a rendu la situation publique. Victime de ce dossier, est-ce que le ministre des Finances a consulté le secrétaire parlementaire du ministre des Finances qui, lui, avait pris la décision en 2016, pas après un reportage de Radio-Canada? L'honorable ministre. Président, comme je l'ai dit, je remercie mon collègue pour cette question. Question sérieuse dans un enjeu complexe, Monsieur le Président. Je l'aviserai de faire preuve un peu de rigueur parce que la situation est beaucoup plus complexe que celle qu'il présente aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, Monsieur le Président, j'ai contacté moi-même le maire de Laval ce matin. J'ai convoqué le commissaire de l'Agence du revenu du Canada. Comme je vous dis, Monsieur le Président, nous sommes en mode solution. Nous allons trouver une solution qui sera dans l'intérêt des Lavallois et des Lavalloises, Monsieur le Président. Merci. Honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, ce n'est pas les expropriations qui vont faire le succès du projet de TGV, c'est l'acceptabilité sociale. Mais écoutez la réponse du PDG d'Alto aux agriculteurs qui s'inquiètent. Il confirme qu'il va y avoir des expropriations et il dit, et je cite, « J'espère que ce ne sera pas l'outil principal. J'espère que l'expropriation ne sera pas l'outil principal. » Monsieur le Président, il confirme qu'Alto a les moyens de le faire et qu'ils vont le faire si nécessaire. Rendu là, on n'est pas loin des menaces. À quand du respect puis des vraies discussions avec les gens de la Rive-Nord? Honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement est très sensible à ce qui se passe à Mirabel et bien entendu, nous allons travailler avec la mairesse, nous allons travailler avec les préfets, nous allons travailler avec les agriculteurs, avec l'UPA. Le lieutenant du Québec travaille sur cette question-là, mon collègue ministre des Transports. En même temps, nous savons que le projet de train de grande vitesse est un bon projet. Mais en effet, comme le dit mon collègue, l'acceptabilité sociale est importante et nous sommes capables de faire les deux. Honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, mettez-vous à la place des citoyens de Terrebonne, à Mascouche, puis dans Mirabel, là. Non seulement le PDG d'Alto confirme qu'il va y en avoir des expropriations, mais monsieur espère que ce ne sera pas l'outil principal. Donc, il confirme que ça se pourrait. Monsieur le Président, nos gens veulent du respect. Les villes de Terrebonne, Mascouche, puis Mirabel veulent des vraies consultations sur le tracé. Elles veulent des vraies retombées économiques locales. Puis c'est pas vrai que le rôle de la Rive-Nord dans le TGB, ça va se limiter à se faire passer sur le corps. Est-ce que les libéraux vont enfin exiger qu'Alto aille chercher de l'acceptabilité sociale? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous devons travailler ensemble pour réaliser de grands projets. C'est ce que fait notre gouvernement. Nous avons un dialogue ouvert avec d'autres paliers de gouvernement, les syndicats, les agriculteurs. Nous devons bâtir ce pays ensemble et nous avons bien hâte de collaborer davantage. L'honorable député de Lakeland. Une augmentation du cours de pétrole devrait être une occasion majeure pour le Canada, qui a les 4e réserves de pétrole les plus importantes au monde. Mais malgré la rhétorique et les séances photos du premier ministre, il n'a pas construit un seul pipeline transfrontalier. Et le Bureau des grands projets n'en a pas approuvé. La taxe carbone industrielle fait fuir les producteurs canadiens comme CNRL, qui vient tout juste de mettre sur pause un projet d'une valeur de 8 milliards de dollars en raison d'incertitudes réglementaires. Le Canada devrait être le premier fournisseur mondial d'énergie. Le premier ministre ne devrait-il pas s'écarter du chemin pour que le Canada puisse alimenter ses alliés? L'honorable ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, nous sommes lundi, nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons tout récemment approuvé l'oléoduc Taylor-Goldendale et le projet d'expansion de l'oléoduc Sunshine. Donc, nous avons aussi annoncé un projet. Le pétrole signifie que le dollar est fort, mais ce sont les Canadiens qui paient le prix. Les libéraux ont promis un oléoduc en particulier, mais le projet de la C-69, la taxe carbone industrielle et d'autres politiques ont fait fuir les investissements. Plus les choses changent, plus les choses demeurent pareilles. Les gens attendent que les libéraux tiennent parole. Quand le premier ministre qui a tué des projets valant des milliards de dollars va-t-il bâtir cet oléoduc du Pacifique pour et travaille avec le gouvernement fédéral et celui d'Alberta pour bâtir un Canada fort? L'honorable député de Fort McMurray-Cold Lake, malgré ce que le gouvernement a dit, le premier ministre n'a pas approuvé un seul oléoduc vers la côte. Le Bureau des grands projets n'a pas approuvé un seul grand projet, et encore moins dans le secteur des sables bitumineux.
Le secteur énergétique Canada pourrait alimenter nos alliés, renforcer notre économie à la maison, diversifier nos échanges commerciaux et donner une meilleure sécurité économique dans un monde incertain. Pourquoi le premier ministre n'appuie-t-il pas l'exploitation responsable de nos ressources énergétiques pour que le Canada puisse avoir une meilleure économie et qu'il puisse aider les alliés? L'honorable ministre, j'aimerais que les conservateurs travaillent avec nous pour augmenter nos exportations énergétiques. La province de l'Alberta le fait. Pourquoi les conservateurs ne font-ils pas de même? La députée de Fort McMurray-Cold Lake. Nous sommes d'accord, nous, Monsieur le Président. La hausse des prix du pétrole devrait être une chance majeure. Le Canada est 4e en termes de réserve de pétrole mondial. Mais ce sont les lois libérales sur l'énergie qui nuisent à la croissance économique au pays. Et au lieu de construire, on voit que les projets s'enlisent. Et la semaine dernière, le ministère des Ressources naturelles a suspendu un projet de 8,5 milliards de dollars en raison des politiques libérales anti-développement. Ça représenterait des milliers d'emplois à Fort McMurray et à l'échelle du Canada. Alors pourquoi ne pas s'écarter du chemin pour qu'on puisse construire des pipelines? Le ministre. Nous collaborons avec le gouvernement d'Alberta et vous savez quoi? Nous avons battu des records l'année dernière en termes de vente de pétrole. Nous travaillons avec le Taylor Goldendale et aussi avec le projet Sunshine. Alors pourquoi ne pas se joindre à nous? Le député de Medicine Hat. Monsieur le Président, la hausse du prix du pétrole, cela devrait être une chance exceptionnelle pour l'économie canadienne, mais malgré des protocoles d'entente et de grands discours, les libéraux n'ont pas construit de pipeline pour acheminer nos ressources jusqu'aux côtes et rien n'a été approuvé au bureau des grands projets. On pourrait stabiliser les marchés mondiaux, soutenir nos alliés et renforcer notre propre économie. Quand est-ce que le ministre va cesser de faire obstruction et débloquer nos ressources afin que nous puissions alimenter nos amis à l'étranger et grossir nos chèques de paie ici, chez nous? Le ministre. Mais il faudrait que le député nous appuie pour que l'on puisse mettre en place le bureau des grands projets ou aussi pour soumettre des projets de gaz naturel liquéfié et aussi pour l'expansion de Goldendale. Peut-être qu'il pourrait appuyer aussi l'extension de Sunshine. Nous travaillons au développement. Il devrait se joindre à nous. La députée de Davenport. Monsieur le Président, la semaine dernière, des milliers d'investisseurs, de travailleurs et d'innovateurs se sont réunis à Toronto pour le congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, la plus grande conférence minière au monde. Le Canada possède les minéraux essentiels dont le monde a besoin pour les véhicules électriques, les technologies propres et la sécurité nationale. La semaine dernière, notre gouvernement a annoncé de nouveaux investissements visant à accélérer les projets miniers et à renforcer nos chaînes d'approvisionnement avec nos alliés. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles peut-il informer la Chambre de la manière dont ces annonces aideront le Canada à construire rapidement des mines, à attirer des investissements et à créer des emplois et à donner au Canada un avantage dans ses efforts pour diversifier notre économie? Le ministre, je remercie la députée de son soutien dans le secteur. Durant la conférence la semaine dernière, le Canada a montré qu'il est prêt à jouer un rôle de premier plan auprès de ses alliés. Nous avons annoncé des investissements dans 22 projets pour relier les mines au marché. Et nous avons également conclu 30 nouveaux accords avec 12 alliés différents pour rapporter 18 milliards, je le répète, 18 milliards de nouveaux investissements dans le secteur des minerais critiques. Pour Wellington, Halton Hills. Le député de Wellington, Halton Hills North. Monsieur le Président, ça fait 4 ans que la guerre en Ukraine a commencé et depuis, nous demandons au gouvernement d'accélérer les exportations énergétiques vers des alliés comme l'Allemagne et on a demandé d'accélérer les exportations vers l'Europe et l'Asie, mais il n'y a aucun nouveau projet de la sorte qui a été approuvé. Quand est-ce que le gouvernement va prendre la politique énergétique du Canada au sérieux? Est-ce qu'on va devoir attendre un autre 4 ans d'inaction? Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.
Bon, peut-être que les conservateurs n'étaient pas là la semaine dernière, mais ils devraient savoir que nous avons signé des accords pour exporter notre énergie vers le reste du monde. Le député de Wellington-Halton Hills North. Je posais une question sur les exportations de gaz naturel liquéfié. La guerre a commencé en Ukraine et cela n'a pris que 194 jours à l'Allemagne pour approuver la construction d'une installation pour le gaz naturel liquéfié. Mais nous avons donné au gouvernement canadien des pouvoirs sans précédent pour accepter des projets afin d'accélérer l'exportation du gaz naturel liquéfié vers l'Europe. Et puis maintenant, il y a la guerre au Moyen-Orient. Alors pourquoi ne pas travailler à accélérer ces exportations vers l'Europe et l'Asie? Le ministre du Commerce international, l'année dernière, nous avons attiré près de 100 milliards de dollars d'investissement au Canada. C'est un record sur 18 ans. Il y a de quoi se réjouir. Et pour ce qui est des projets de gaz naturel liquéfié, eh bien, nous avons envoyé un premier navire vers l'Asie. Nous allons exporter cette énergie vers divers endroits au monde. Merci. La députée de Thornhill. Le Canada est désormais en tête de classement mondial des fusillades contre des institutions juives. On a entendu d'innombrables condamnations et reçu d'innombrables pensées et prières de la part du gouvernement libéral, mais on ne tient pas compte du fait que les terroristes vivent dans nos rues, au pays, et je vais donner au ministre de la Sécurité publique la possibilité de prendre la parole, de dire qu'il s'agit de terrorisme et demander à la Chambre ce que la Chambre va faire, comment elle va s'y prendre et quand est-ce qu'elle va agir. Le ministre de la Sécurité publique. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes condoléances aux communautés de Beth Aram Yosef de Toronto et aussi Shirai Shinomen et la synagogue Shiram Shinomen et au Temple Emmanuel. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer bon nombre de membres de la communauté juive. Et puis, je tiens à réitérer que nous condamnons absolument ces actes de violence et nous allons prendre toutes les mesures possibles pour que cela ne se reproduise plus. Nous collaborons avec les forces de l'ordre, avec la province, les municipalités pour assurer la sécurité de tous les Canadiens et en particulier les Canadiens de confession juive. La députée de Thornhill, il n'a toujours rien dit là-dessus. On n'a pas besoin d'une condamnation creuse. On a besoin d'un gouvernement qui agisse pour mettre fin à ce cycle infernal depuis des années. Et il faut protéger les Canadiens. Il faut financer le programme de sécurité. Il faut mettre derrière les barreaux les personnes qui agressent les autres et il faut appliquer les lois qui sont déjà là au Canada. Est-ce qu'il va enfin dire cela, le ministre? Monsieur le Président, je dois dire que depuis le mois de novembre, nous avons financé plus de 108 projets relativement aux collectivités juives et aux institutions juives. Mais je dois dire que c'est un moment où tous les Canadiens doivent se montrer solidaires, y compris le Parti conservateur. Il y a un protège-loi, le projet de loi C9, qui est débattu en Chambre et qui vise à assurer la sécurité des institutions religieuses et en particulier ceux qui servent la communauté juive. Moi, j'ai entendu des représentants de la communauté juive de partout au Canada au sujet du projet de loi. Il est donc temps qu'il soit adopté. Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, en 2018, nous avons déposé une motion demandant au gouvernement libéral d'inscrire immédiatement le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes. Il a fallu 6 longues années aux libéraux pour se réveiller et le faire. Actuellement, on estime que 700 membres du CGRI, ça coule encore d'eau au Canada. Mais maintenant, et j'hésite à poser la question, s'il aura fallu 6 ans pour accomplir une tâche simple, combien de temps faudra-t-il avant qu'ils expulsent ces terroristes du territoire canadien? Est-ce que le premier ministre peut nous dire s'il va agir dès maintenant? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je tiens à réitérer aux députés d'en face que le corps des gardiens de la révolution islamique sont inscrits dans la liste des entités terroristes du Canada et ceux qui s'adonnent des crimes sont en cours de processus pour être expulsés du pays et nous voulons assurer la sécurité des Canadiens. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de m'adresser à des membres de la communauté iranienne qui ont souligné le besoin de collaboration pour que nous travaillions ensemble et pour faire en sorte que ceux qui appartiennent à des entités terroristes soient expulsés du Canada. L'honorable député de Charlebourg-Saint-Charles.
Monsieur le Président, justement, la communauté irano-canadienne nous parle avec nous, ils nous disent combien que c'est problématique dans la communauté d'avoir des membres de l'IRGC qui sont sur le territoire canadien. Là, on ne parle pas d'un ou deux ou trois, on parle de centaines de personnes qui sont reliées à ce groupe terroriste. Ça fait maintenant des années qu'ils sont bannis. Est-ce que le ministre peut nous confirmer qu'il en reste encore 700 sur le territoire canadien et s'il va faire tout ce qu'il faut pour les expulser immédiatement pour nettoyer le pays de ces terroristes? Bravo! L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je vais partager des renseignements avec le député d'en face. Alors, tout d'abord, nous avons 1800 demandes d'inadmissibilité et d'examen et nous avons ouvert plus de 117 enquêtes. Il y a plus de 200 visas qui ont été annulés par la Commission de l'immigration du statut de réfugié. Nous allons continuer d'assurer la sécurité des Canadiens. Notre système fonctionne. Nous avons mis sur la liste des entités terroristes le corps des gardiens de la Révolution et nous faisons en sorte que les personnes qui ne doivent plus rester ici soient expulsées. La députée de Calgary-Nose Hill. Le ministre vient d'affirmer qu'ils ont déporté des ressortissants iraniens, mais d'après les médias, il n'y a qu'une seule personne sur 700 qui a été déportée. Et on n'a pas pu répondre lorsqu'on leur a demandé pourquoi une audience sur la déportation a été tenue de façon secrète. Alors, quand est-ce qu'on va vraiment déporter ces personnes? Le ministre. Monsieur le Président, la SFC travaille à faire en sorte que ceux qui sont interdits de territoire au Canada et qui sont membres du corps des gardiens et qui ont un rang au sein de cette organisation soient expulsés de façon rapide. Nous avons déjà entamé le processus et nous avons déjà mis sur la liste des entités terroristes cette organisation. Et je tiens aussi à souligner qu'il y a 240 visas qui ont été annulés en anticipation du fait que ces personnes, du fait qu'ils soient membres de l'organisation, soient réputées inadmissibles au Canada. La députée de Calgary-Nose Hill, Madi Naziri, c'était un distributeur de propagande et un représentant du régime iranien et il faisait partie du conseil de prise de décision. Mais pourtant, ce type est encore au Canada. Il semble que la SFC ou le ministre ne font pas un très bon travail. Pourquoi ne pas avoir déporté cette personne? Le ministre. Monsieur le Président, soyons clairs. Les membres du corps des gardiens de la Révolution islamique sont inadmissibles et interdits de territoire au Canada. La SFC, à l'ordre, à l'ordre. Je suis désolée, j'ai perdu le son dans le micro. Et puis, il y avait aussi du chahut. Est-ce que le ministre peut répondre? C'est une question importante. Alors, est-ce que le ministre peut reprendre du début? Monsieur le Président, soyons clairs. Les membres du corps des gardiens de la Révolution islamique sont interdits de territoire au Canada et la SFC est en train d'expulser ces personnes qui sont réputées faire partie de ce groupe. Il y a aussi des dispositions qui sont prises pour que ces personnes soient déportées. Et il faut dire aussi que nous prenons des mesures proactives pour faire en sorte qu'il y a, par exemple, 240 personnes qui se sont vues refuser un visa. Ça fait partie des mesures. Le député de Richmond Hill South. Les conflits ont toujours existé à l'étranger, mais sous ce gouvernement libéral, nous voyons maintenant ces conflits se propager dans nos rues, ici, chez nous. La semaine dernière, 3 synagogues de la région du Grand Toronto ont été la cible de coups de feu. Et maintenant, un dissident iranien au Canada a disparu, peut-être victime d'un homicide, tandis que les membres de la communauté craignent que le régime de Téhéran soit impliqué. Après des années d'échecs libéraux en matière d'ouverture des frontières, de politique laxiste en matière de criminalité, on estime que des centaines d'agents du régime du corps des gardiens de la Révolution islamique vivent ici en toute sécurité au Canada. Quand est-ce qu'on va faire appliquer la loi, commencer à expulser les responsables et protéger les Canadiens ici, chez eux? Le ministre de la Sécurité publique. Je dois dire d'emblée que si le collègue d'en face estime qu'on doit assurer la protection des Canadiens, alors il devrait appuyer l'adoption du projet de loi C9. Le Parti conservateur devrait faire adopter le projet de loi C9. Voilà comment on protège les Canadiens. Et voilà comment on assure la sécurité des Canadiens. L'honorable
député d'Orléans. Président, la nouvelle stratégie industrielle de défense est un testament de notre confiance dans les capacités industrielles. Devoir recommencer, il y a trop de bruit. Des deux côtés. L'honorable député d'Orléans. Monsieur le Président, la nouvelle stratégie industrielle de défense est un testament de notre confiance dans les capacités industrielles du Canada et de notre force sur la scène internationale. 81 milliards de dollars pour reconstruire, réarmer et réinvestir dans nos forces armées canadiennes. Le gouvernement a posé des actions concrètes comme l'investissement de 900 millions de dollars dans des technologies innovantes à double usage. Est-ce que la ministre de l'Industrie peut expliquer comment la stratégie industrielle de défense permettra d'accroître la présence du Canada sur la scène mondiale et de soutenir nos industries? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier ma collègue d'Orléans pour son excellente question. En effet, nous avons présenté notre nouvelle stratégie industrielle de la défense il y a environ 2 semaines et déjà, nous sommes en mode action. Nous avons annoncé 900 millions aujourd'hui. Mon collègue de la Défense, le secrétaire d'État à l'approvisionnement militaire et moi, 900 millions pour faire en sorte d'avoir un nouveau centre d'innovation pour les drones. Également, un nouvel avion de bombardier construit ici, au Canada. Nous allons créer des emplois à Mississauga, nous allons créer des emplois à Saint-Laurent, nous allons créer des emplois à Abbotsford, en Colombie-Britannique, nous allons créer des emplois partout à travers le pays. Le député de Calgary Heritage. Sous les libéraux, il y a des conflits étrangers qui se répercutent dans nos rues. Leur politique classiste ont fait en sorte que les Canadiens sont moins en sécurité. Il y a 3 fusillades dans des synagogues et il y a 700 agents du CGRI qui circulent dans nos rues. Oui, on a entendu des prières et des condamnations, mais là, il y a même un Iranien qui est porté disparu et on croit que c'est un possible homicide. Et pourtant, on voit qu'il y a des centaines d'agents du CRGI qui n'ont pas été déportés. Alors, pourquoi ne pas les déporter dès aujourd'hui? La ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Il devrait avoir honte, Monsieur le Président. Nous avons une loi ici en Chambre qui vise à protéger la communauté juive pour assurer leur sécurité et pour faire en sorte que quiconque soit en sécurité dans son lieu de prière, mais ils votent contre. Et en fait, ils veulent que ce soit légal de se promener dans les rues avec des swastikas. Ils devraient avoir honte. Le député de Calgary Heritage. Bon, un instant. On a presque terminé. Alors, s'il vous plaît, le député de Calgary Heritage. Aucune mesure, aucune action, aucun détail. Il devrait avoir honte. Le premier ministre est un peu partout. Et il a appuyé la décision de nos alliés. Il a défendu le régime iranien. Et il a dit que c'était légitime. Et puis ensuite, il a regretté. Il a fait volte-face. Et même son propre caucus ne sait pas quelle est sa véritable position sur le sujet. Et tout cela pendant qu'il y a eu 150 Canadiens qui sont décédés dans une attaque terroriste en plein vol par ce régime. Alors, quand est-ce qu'on va enfin déporter les représentants du CGRI? La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, j'aimerais clarifier la position du gouvernement pour la gouverne de mon collègue. À l'ordre, j'aimerais entendre la clarification aussi, s'il vous plaît. La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, pour la gouverne de mon collègue d'en face, je tiens à indiquer que les gouvernements canadiens successifs ont indiqué qu'il y a des actes de terrorisme qui ont été commis dans la région et il n'y a pas si longtemps, le Canada a déclaré que le CGRI était une entité terroriste et voilà pourquoi nous voulions empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et voilà pourquoi nous avons déclaré comme l'Iran comme un État qui commandite le terrorisme. Et nous voulons ramener les Canadiens au pays en toute sécurité. Le député d'Aurora Oak Ridges. Merci, Monsieur le Président. Les libéraux ont échoué
à admettre qu'il y a des terroristes qui se promènent dans nos rues et ils n'ont pas appliqué les lois qui sont déjà en place. Ça se produit parce que nous avons affaire à la 7e ministre de l'Immigration au cours des 10 dernières années et cette ministre n'a pas protégé nos frontières. Il y a des agents du corps des gardiens de la Révolution islamique qui habitent en toute sécurité au Canada parce que le travail n'a pas été fait. Qu'il s'agisse de la ministre de l'Immigration ou du ministre de la Sécurité publique, ils font en sorte que ces personnes ne sont pas déportées. Alors, quand est-ce que... À l'ordre? La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, mon ministère et le ministère de l'Immigration a un processus rigoureux en place lorsque des demandes sont présentées et aussi nous encourageons l'opposition à voter en faveur du projet de loi C9, mais ils refusent de le faire. Et enfin, Monsieur le Président, j'aimerais clarifier encore une fois que de notre côté de la Chambre, nous reconnaissons que le régime iranien, c'est une entité terroriste, c'est un État qui commandite le terrorisme et nous encourageons tous les partis à respecter les règles relativement aux conflits internationaux et nous voulons ramener nos ressortissants à la maison en toute sécurité. Le député de Winnipeg Sud. Monsieur le Président, nos parcs nationaux sont des trésors nationaux dont tous les Canadiens sont fiers. Il y a 2 ans, les Canadiens de tout le pays ont regardé avec horreur un incendie monstrueux ravager le parc national Jasper, provoquant l'évacuation de milliers de personnes et laissant beaucoup sans leur maison et sans leur entreprise. Dans cette crise, la Ville nous a montré à quel point les Canadiens sont forts, unis et résilients. Est-ce que la ministre responsable du rétablissement de Jasper peut nous parler de la coordination gouvernementale qui a permis le rétablissement et la reconstruction? La ministre de la gestion des urgences et de la résilience des communautés. Je sais que Jasper a une place spéciale dans nos cœurs et nous avons accordé plus de 14 millions de dollars pour la construction d'unités de logement pour appuyer les gens qui y habitent et qui y travaillent. Et cela s'ajoute aux 180 millions de dollars qui ont déjà été offerts pour la reconstruction. Nous voulons faire en sorte que Jasper, cet endroit où la beauté naturelle est incomparable, puisque à l'ordre, le député d'Oshawa. Monsieur le Président, la semaine dernière, un meurtrier condamné pour meurtre au premier degré a été libéré sans escorte à Oshawa pendant 72 heures. Cet homme a torturé, violé et assassiné un garçon de 14 ans, puis a jeté son corps dans une salle à ordures. La police régionale de Durham a déclaré qu'il représentait un risque important et a demandé aux habitants d'Oshawa de rester vigilants. Le premier ministre condamnera-t-il cette décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et collaborera-t-il avec les conservateurs pour veiller à ce que les meurtriers d'enfants purgent leur peine à perpétuité et ne soient pas libérés et laissés en liberté dans nos rues? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, la députée a souligné une décision qui a été prise par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. C'est une entité indépendante pour assurer la sécurité des enfants. Nous avons besoin de l'accès légal. Et voilà pourquoi je suis préoccupée de voir que le Parti conservateur ne veut pas aller de l'avant avec un projet de loi très important. Je parle de C2 et C9. Et puis, là, ils montent sur leurs grands chevaux, mais ils cherchent seulement à attirer l'attention dans les médias parce que nous travaillons pour à l'ordre. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une attaque illégale contre l'Iran. Lloyd Axworthy, l'ancien ministre des Affaires étrangères du pays, a écrit dans le Toronto Star que le Canada doit rejeter cette politique illégale des États-Unis, mais aujourd'hui, le premier ministre l'a accepté et il a aussi dit que sous la Charte des Nations unies, utiliser la force transnationale, c'est interdit, sauf dans des cas exceptionnels. Et ces cas exceptionnels ne s'appliquent pas en l'espèce. Est-ce que le premier ministre veut à l'ordre?
La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, nous appuyons le fait qu'on doit empêcher l'Iran d'avoir accès à l'arme nucléaire, mais nous reconnaissons que les lois internationales doivent être respectées par toutes les parties, y compris les États-Unis et Israël, et les règles d'engagement doivent être respectées. Il y a des processus déjà établis pour prendre des décisions relativement au droit international. Et la priorité immédiate, c'est la désescalade de la violence, la sécurité des civils et travailler à rapatrier nos concitoyens. Ceci met fin à la période des questions pour aujourd'hui. On va passer